Voilà, j'ajoute que ce soir, M. de Guiringaud a affirmé que la France n'a pas l'intention de maintenir ses paras à Kolwezi. L'objectif est de sauver des vies humaines et non de s'immiscer dans les affaires intérieures du Zaïre, a dit le ministre français des Affaires étrangères. Pour moi, c'était très intéressant puisque bon, le régiment a engagé chaque jour 2 compagnies, les 2 autres surveillant la ville, faisant beaucoup de manutention à l'aéroport. Par contre, la section mortier et la SOR, on était engagés chaque jour, donc ce qui fait que pendant une semaine, ça a été très intéressant, même si on n'a pas beaucoup d'opérations, on a tiré une fois pendant cette période-là, quand même, au profit de la 3e compagnie. Mais c'était très intéressant parce que chaque matin, se mettre en place sans faire de bruit. À ce moment-là, on avait récupéré nos véhicules, les Jeeps et les GMC, donc c'était quand même beaucoup plus souple au point de vue des déplacements. Et donc c'était très. D'autant que ça a été assez varié. On a fait de la position de batterie, on a fait des embuscades de nuit, des blocages de points de passage. Voilà, donc ça c'est comme ça que c'est terminé, je dirais, grosso modo, la semaine d'intervention. On a beaucoup vu l'ennemi, hein, il n'y a pas de. À part les combats le premier jour sur place, on était quand même sur. On a attrapé, je dirais, la queue de colonne. Hein, le régiment a attrapé la queue de colonne. Et d'ailleurs, pendant les 2-3 premiers jours après la prise de Kolwezi, l'idée c'était de dire on va ressauter à la frontière de l'Angola pour les attraper très rapidement. Cette journée de repos, là, on l'a en particulier consacrée à récupérer tous les parachutes sur la zone de saut, récupérer les parachutes, récupérer les gaines, de façon à pouvoir, notamment les gaines, de façon à pouvoir se reconditionner pour un éventuel deuxième saut. Donc ça a mis un peu sous tension. Après, il y a eu la journée, on a fait un raid motorisé sur la route d'Angola avec la 2, je crois, avec la 2. Bon, on allait fouiller une ferme. Là, et là, on a vu tout ce qui avait été abandonné sur leur départ par les Katangais. Mais l'histoire du saut à la frontière d'Angola, ça nous a occupé pendant 48 heures. Quoi. Évidemment, ça aussi, c'était un enseignement qui nous a beaucoup servi après, notamment moi, quand j'étais au Liban, quelques années après, avec le deuxième étranger, les journalistes sont arrivés pratiquement tout de suite. Et ils sont arrivés par les moyens les plus divers, puisque finalement, Kolwezi, c'est le fond de l'Afrique, tout près de la Division Nord, qui était encore un pays très gris. Quoi, hein. Donc on a eu tout de suite arrivé par leurs propres moyens, petits avions privés, voitures, tout ça, des tas de journalistes, notamment tous les freelance anglo-saxons, qui sont arrivés sur le régiment. Ce qui a motivé que très rapidement, en bout de 2 jours, on nous a interdit d'utiliser les munitions explosives sans l'accord du régiment. Parce que je pense que la consigne parisienne, c'est-à-dire c'est l'opération réussie, maintenant il ne faut pas donner l'impression qu'on est en train de faire la guerre au fond de l'Afrique. Puis après sont arrivées les équipes nationales. Antenne 2, la section mortier, elle était fixe. A priori pas en première ligne. On ne trouve pas beaucoup de photos. Alors il y a un document, c'est un reportage qui a été fait à partir de ma section par Patrick Clément d'Antenne 2. Ça n'a pas été une charge excessive. Hein, mais par exemple, l'équipe d'Antenne 2, on l'a eu sur le boulevard pendant plus de 24 heures. Quoi. On a passé la soirée ensemble, tout ça, c'est très sympa. Hein, et ce sont des journalistes d'ailleurs, je crois. Je crois que c'est un journaliste qui moi, m'a pris une photo avec un Polaroid qui m'a permis, moi, d'envoyer une lettre à ma femme. Et qui a dû la recevoir pratiquement le jour où je suis rentré. Quoi.
cet aspect-là aussi dont on ne parle pas beaucoup non plus, hein, c'est que les familles, à cette époque-là, personne ne se souciait de ce qui se passait. Bon, les familles ont été bien traitées par la base arrière. La base arrière a bien géré les familles, tout ça, il n'y a pas. Et le régiment, assez rapidement, a établi une liaison radio directe entre le PC du régiment et Calvi, en BLU, pour passer quelques infos. Mais moi, je me souviens de ma femme, quand on est parti, elle était à la plage avec une copine. Le soir, quand elle est rentrée, les Bossalis sont partis. Bon, ils sont partis, on est bon, voilà, c'était notre. Et c'est de 2 jours que les familles se sont rendues compte qu'il se passait autre chose. Et quand je dis les familles, il faut bien voir qu'à cette époque-là, au deuxième mois, les familles, c'était quelques familles d'officiers et de sous-officiers. Je crois qu'à l'époque, il y avait parmi les 6 commandants de compagnie que mon capitaine qui était marié. Je crois que quand on débarque comme ça, et je pense que c'est le cas maintenant de tous les jeunes officiers, qui sont un peu moins jeunes maintenant, hein, qui ont démarré leur carrière en Afghanistan, c'est une expérience qui vous marque profondément. Mais là, si vous voulez, c'est l'enchaînement, la façon dont on est monté en puissance, l'improvisation complète, même si ce n'est pas reproductible aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que personne ne prendrait le risque d'envoyer un régiment parachutiste sauter quelque part dans le monde en disant bon, on trouvera les parachutés des avions sur place. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est finalement que pendant la première semaine, on n'a absolument pas vu le temps passer. Il y a eu un enchaînement d'opérations permanents où il faut tout le temps se remettre en condition, préparer la mission, faire le bilan. Et ça, je pense que pour moi, ça a été très important pour la suite. Après, je suis reparti au Tchad, je suis reparti au Liban, en Bosnie, plusieurs fois en Afrique. Chaque fois, à la fois aussi bien en entraînement que dans la conduite des opérations, j'ai eu en tête de dire attention, il faut que les gens soient capables de tenir le choc, hein, de l'enchaînement des opérations, et qu'on les aide à tenir ce choc, déjà en briefant en permanence les bonhommes, hein, et puis en profitant de chaque instant disponible pour se remettre en condition, pour se préparer au bon suivant, pour se réarticuler. Donc ça, c'était un enseignement important. Bon, il y a eu effectivement aussi l'enseignement des journalistes, qui m'a beaucoup servi. J'ai eu la chance de faire cette opération avec une section que j'avais vraiment fabriquée à ma main pendant les 6 mois précédents, avec un rythme d'instruction, d'entraînement, le challenge de test. Mais à la limite, pour moi, la réussite des tests de la section mortier de brigade parachutiste, ça a été un challenge beaucoup plus fort que de réussir l'opération de Kolwezi. J'en suis resté sur cet enseignement que, il faut s'entraîner à avoir des opérations qui durent, avec des changements de posture, et en même temps que, au bout du bout, comme vous n'avez pas trop de temps de réfléchir, c'est le drill technique qui compte. Un drill technique pour les chefs. Les derniers jours à Kolwezi ont été très compliqués. Il n'y a plus grand monde sur place. Alors, en plus, celui qui pourrait en parler a disparu, c'est Poulet. Donc moi, je suis resté à Kolwezi, en gros, je crois que c'est le 27 ou le 28 que le régiment est parti. Moi, je suis resté à Kolwezi jusqu'au 14, avec la 3e compagnie au départ, et a mis, au bout d'une semaine, la 3 est repartie à Lubumbashi pour rentrer en France, c'est la première compagnie qui est montée. Et donc, c'est celui qui commandait le dernier élément de Kolwezi, c'était le capitaine Poulet, qui commandait la première compagnie, auquel était rattachée la demi-section de mortier, puisque l'autre demi-section avait été transférée également à Lubumbashi pour assurer la servitude du PC du régiment. À la fin, la mission de la section, c'était de tenir le pont de la Lualaba. Donc chaque jour, on laissait un élément sur place. Et d'ailleurs, comme le pont de la Lualaba, c'était
donne sur un immense lac. Et ce lac était un excellent champ de tir, parce qu'il y avait des arbres morts qui dépassaient de l'eau. Et donc, quand on a utilisé toutes ces munitions qu'on ne connaissait pas, ça nous a permis de bien les maîtriser. On a beaucoup tiré après, d'ailleurs, quand je suis rentré avec lui, on m'a expliqué que j'avais un peu trop consommé la dotation. On a formé les équipes mortiers du bataillon parachutistes aéros, on a fait 2 ou 3 tirs avec eux, et puis on a fait des tirs qu'on ne pouvait jamais faire en Corse, quoi, des tirs aux obus au phosphore, des rideaux de fumée, on a tiré les gros obus, je sais comme ça. Et donc les derniers jours, c'est vrai, c'est un peu classique. Après, on l'a retrouvé dans d'autres opérations. Les manteaux qui se sont planqués dans la brousse pendant que ça chauffait, reviennent. Ils commencent à régler leur compte. Ouais, les Marocains tardaient à arriver. Bon, et nous, là, au milieu de tout ça, dans nos patrouilles, on était autant à la recherche d'éventuels traînards qui n'étaient plus là, que de vérifier qu'il ne se passait pas de choses trop brutes vis-à-vis de la population. Voilà. Donc à la fin, ça a été un peu tendu, et bon, je pense que les Aïrois ont été contents de nous voir partir, et les Marocains, je pense, n'étaient pas très contents d'arriver. Voilà.